Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire expert dans le ring de l'École d'entrepreneurship de Beauce. Mon nom est Laurie Bélanger et c'est un plaisir d'être la porte-parole de l'EEB pour être avec vous ce midi. Alors aujourd'hui, on parle de relève et de reprise d'entreprise avec un expert sur la question. Depuis 12 ans, l'EEB accompagne les entrepreneurs, les releveurs, les fondateurs à travers ses programmes Élite et Émergence. Et on s'est entouré de partenaires qui collaborent et qui sont prêts à partager leur expertise aujourd'hui pour notre concept d'expert dans le ring. Donc, 10 questions, 30 minutes pour y répondre. Notre partenaire BCF a accepté de se prêter au jeu. Alors, notre expert aujourd'hui compte plus de 30 ans de pratique à son actif. Il met sa riche expérience au service autant des familles en affaires, des hauts dirigeants de grandes sociétés, d'entreprises technologiques ou de moyennes entreprises. Il est l'un des bâtisseurs de BCF, président du conseil d'administration du cabinet et très impliqué dans la communauté d'affaires québécoise. Bienvenue, Monsieur André Morissette, à ce webinaire. Bonjour tout le monde. Oh, ma caméra. On va attendre, on va se laisser une seconde. Ah, voilà, Zoom sur notre expert. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, M. Morissette, pour notre webinaire. J'ai envie de vous demander d'entrée de jeu, pourquoi avoir accepté l'invitation? D'abord, c'est la première fois que je participe à un exercice comme celui-là. Je suis très content, très excité de le faire. Et très content aussi de pouvoir partager des idées, des expériences. On a bâti ce cabinet-là pour ça, puis on est content d'y participer. Un grand plaisir. Merci. Et dites-nous, je vous ai présenté un petit peu brièvement d'entrée de jeu, mais j'aimerais vous entendre un petit peu plus sur votre parcours. Oui, avec plaisir. Moi, j'étais presque toute ma vie, je me présentais comme un fiscaliste. J'ai commencé ma carrière comme fiscaliste au ministère du Revenu du Québec. Ensuite, je suis allé dans un bureau de comptable qui s'appelle Deloitte comme avocat fiscaliste. Et ensuite, j'ai continué ma carrière dans des bureaux d'avocats comme fiscaliste. J'ai fait ça, j'ai enseigné la fiscalité à 3 universités aussi. La planification fiscale avancée, j'ai enseigné à l'Université de Montréal, l'Université de Sherbrooke, l'Université OHEC. Et avec le temps, ma pratique a évolué vers le droit des affaires, les fusions-acquisitions. Donc, je mélange un peu les deux pratiques présentement. Je suis un des bâtisseurs du bureau, je pense qu'on peut dire ça, après maintenant 30 ans ici. On a commencé le bureau, on était une dizaine, maintenant on est 600 personnes. Donc, aussi un entrepreneur, je dirais. Oui, absolument. Bien, merci d'être avec nous. Je vois dans la liste de nos participants qu'il y a aussi des entrepreneurs de la communauté EEB. Alors, ce serait le fun que vous nous disiez un petit coucou dans le chat, que vous êtes avec nous. Puis pour ceux qui vous connaissent pas, bien, de dire vous êtes de où? Alors, j'ai hâte de voir ça. Puis si vous voulez, ben, je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors, je rappelle le concept. On a 10 questions qui viennent de nos entrepreneurs et donc 30 minutes pour y répondre. Alors, il faut être, oui, laser, mais on se garde une période après ce top 10 des questions-là sur le repreneuriat. On se garde une période d'échange où on vous invite à rester avec nous et vous allez pouvoir poser vos questions en direct à M. Morissette. Alors, c'est parti. C'est parti. Première question qui nous vient de nos entrepreneurs. Comment se définit le transfert d'entreprise? Oui, la base. Il y a une notion de pouvoir, de question monétaire, de responsabilité. Il y a un transfert de direction, puis il y a un transfert de propriété. Alors, M. Morissette, comment on répondra à cette question-là? D'abord, la question est vraiment importante parce qu'elle nous force à réfléchir sur les multiples facettes d'un transfert d'entreprise. Peu importe si le transfert d'entreprise est un transfert à l'intérieur d'une même famille ou à des employés clés ou à des tiers acquéreurs, le transfert d'entreprise comporte généralement 3 grandes facettes. En fait, toujours 3 grandes facettes. Ça revient tout le temps. Là. Il n'y a pas de dossier qu'on voit où ces 3 grandes facettes-là ne sont pas importantes. D'abord, il y a un transfert de leadership, qui est le volet le plus important, je dirais, d'un transfert d'entreprise.
Ensuite, il y a un transfert de risque et ensuite, il y a un transfert du contrôle juridique de business. Donc, le transfert de leadership, c'est une constante. C'est la première chose qui est transférée quand on transfère une entreprise, peu importe le contexte dans lequel on est. Là où ça peut varier, c'est pour les deux autres volets, le transfert de risque et le transfert de contrôle, qui, lui, va varier selon le contexte dans lequel on est. Ce qu'on constate, c'est que dans un transfert d'entreprise, dans un contexte familial, le déroulement du transfert se fait sur une période plus longue. On a généralement un transfert de leadership partagé. Il y a un partage de leadership qui se fait entre les cédants et les repreneurs. Ensuite, il y a un transfert progressif du risque financier. Quand je dis risque financier, c'est risque et bénéfice. Donc, le cédant se désinvestit financièrement progressivement. Le repreneur s'investit progressivement d'un point de vue financier. Le bénéfice diminue pour le cédant progressivement, puis augmente progressivement pour le repreneur. On va y revenir. C'est une grosse question, ça, tantôt. Absolument. La dernière chose qui est cédée dans un transfert d'entreprise, habituellement, c'est le contrôle juridique. Puis le contrôle juridique est cédé à la fin parce qu'il y a généralement un étalement du transfert du risque. Donc, c'est pour ça que les gens attendent avant de céder le contrôle légal. Dans le contexte d'une vente à des employés, c'est différent. Le leadership est aussi changé généralement assez rapidement. La période de co-leadership, s'il y en a une, elle est très faible, elle est très courte. Il y a habituellement un changement immédiat du contrôle. Le transfert de risque se fait habituellement un peu plus vite, mais souvent pas totalement, parce que souvent il y a une balance de prix de vente qui est conservée par le vendeur dans un tel contexte. Quand on a une vente à des tiers, là, c'est différent. Habituellement, on a un transfert quasi instantané des trois volets en faveur de l'acquéreur. Donc, l'acquéreur assume une forte proportion du risque, en moins encore qu'il y ait un solde de prix de vente, et le contrôle légal de la business est transféré dès le départ, puis l'acquéreur assume le leadership de l'entreprise. Donc, les trois volets se retrouvent dans les trois contextes, mais le timing de l'exécution de ces volets-là diffère selon le contexte. Très, très clair. Merci, M. Morissette. Je passe à la question suivante qui nous vient de Samuel Ménard de Transport Pierre Ménard de Grenby. Pourquoi est-ce plus compliqué légalement de vendre à ses enfants que de vendre à un étranger quand le cédant part à la retraite? Allô, Samuel, c'est une bonne question, ça. Je suis content que tu l'aies posé parce que c'est un point qui est important quand on parle de transfert d'entreprise dans un contexte familial. Bon, d'abord, les règles fiscales qui traitent d'un transfert d'entreprise sont plus restrictives quand le transfert est effectué à l'intérieur d'une famille que s'il est fait en faveur d'un tiers. Puis la raison pour laquelle les règles fiscales ont été développées comme ça, c'est que les gouvernements avaient peur que les contribuables se servent de transactions familiales factices pour aller chercher des avantages fiscaux inappropriés. Donc, ce n'était pas une mauvaise volonté de la part des gouvernements, c'était vraiment un souci de prévenir l'évitement fiscal. Et les règles ont été modifiées ces dernières années. Ce n'est pas encore parfait, mais les irritants qu'on avait avec ça sont presque totalement enlevés maintenant. Donc, ce n'est plus un facteur majeur, je dirais, dans la réflexion. Mais ce qui caractérise le plus la difficulté qu'on a de transférer une entreprise dans un contexte familial, ce n'est pas les complications légales, c'est le fait que les enfants n'ont pas d'argent et qu'ils doivent acquérir une business sans avoir de l'argent. Puis ce capital-là est souvent le capital de la famille, ou en tout cas le fonds de retraite, souvent c'est du cédant, souvent c'est le capital familial. Donc on comprend bien que c'est un contexte qui est délicat et qui nécessite un transfert minutieux. Il y a une cohabitation aussi qui est souvent prévue entre le cédant et le repreneur qui est plus longue dans un contexte familial. Il y a, comme je le disais tantôt, une transition, il y a un co-leadership souvent qui est installé. Le transfert de risque se fait aussi plus lentement. On l'a vu, on en a parlé tantôt.
Donc, dans le fond, la business est opérée avec le capital des parents, là, puis le capital du reste de la famille. Là. Donc, c'est sûr que ça crée des complications additionnelles. Souvent, le transfert du contrôle est cédé à la toute fin pour ces raisons-là, pour pouvoir un peu contrôler le risque. Puis, il y a une autre chose, une autre dimension que je pense qu'on ne peut pas évacuer. Il y a le volet évidemment humain là, qui est extrêmement important dans un tel contexte. On doit, quand on vend une business à quelqu'un qu'on ne connaît pas, on espère de vendre à quelqu'un qui est bon, mais ce n'est pas la fin du monde. S'il se plante, c'est ses problèmes. Quand on transfère une business à des enfants, ils n'ont pas le choix d'être bons. Et ça crée une dynamique de tension ou d'inquiétude ou souvent un fond d'émotivité dans ce contexte-là. Les attentes sont grandes, puis ça, c'est particulier aux entreprises familiales. Puis là, je ne parle pas de toute la complexité des lifestyle businesses, là, des business qui ne sont pas vraiment des business, mais qui servent à supporter le train de vie des membres de la famille. Là, puis là, il y a un overlap entre l'entreprise, la famille, c'est tout mélangé. Là. Ça, c'est un autre défi, évidemment, qu'on rencontre dans ce contexte-là. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis juste avant qu'on passe à la question suivante, parce que j'ai reçu un petit message qui me disait que les gens n'avaient pas accès au chat. Je vois que c'est possible. Je trouvais aussi que je ne voyais pas beaucoup d'activités, mais je vois que vous pouvez aller dans le Q&A. Alors, allez-y, puis posez vos questions en direct. Si je peux les adresser tout de suite à M. Morissette, je vais le faire certainement. Puis sinon, on va y revenir à la fin sans faute. Alors, je vous invite vraiment à aller dans le Q&A pour adresser vos questions puis nous dire un petit bonjour. C'est vraiment intéressant, Monsieur André. Puis nous, c'est un peu, je dirais, la complémentarité qu'on a avec des partenaires comme vous. Vous avez un grand savoir, vous accompagnez les entreprises à travers ces transferts-là. Nous, on travaille beaucoup dans l'humain à l'EEB, alors on l'entend chez nos releveurs, ces réalités-là qui sont toutes différentes. Des fois, ça se passe très bien, mais des fois, évidemment, l'émotion et tout ce qui entoure tout ça dans la famille, ils ont leur lot de défis, les releveurs. Alors, prochaine question qui nous vient de David Lucier de groupe Bellus Construction de Brossard. Il demande comment assurer une bonne transition de la relève, considérant que parfois, il y a des mentalités différentes dites générationnelles. Justement, on le sait que c'est plus la même chose aujourd'hui. Les jeunes entrepreneurs veulent d'autres choses, ont des valeurs différentes. Alors, Monsieur André, qu'auriez-vous à répondre à David? Allô, David. Ben, c'est tellement bon comme question. C'est sûr que c'est une constante. Hein? On le voit dans le contexte des entreprises familiales, évidemment, mais pas juste dans le contexte même dans les bureaux d'avocats, il y a des clashs générationnels. Dans tous les business, il y en a maintenant. Puis c'est correct. C'est une façon aussi d'évoluer. Un clash générationnel, c'est quoi? C'est simplement l'expression d'une évolution. C'est l'expression d'un changement qui est parfois bien géré, parfois même moins bien géré. Hein? C'est ça un clash générationnel, souvent. Évidemment, dans le contexte d'une famille, ça, c'est encore un facteur encore plus aigu, je dirais, que dans d'autres contextes. Il y a une dimension qu'on ne peut pas évacuer dans le contexte d'un transfert familial, c'est que souvent, le cédant a changé les couches du repreneur. Puis, il y a un peu de paternalisme, il y a un ascendant particulier des parents sur les enfants qui, parfois, aident les choses, parfois compliquent les choses. Puis, moi, je vois souvent ça. Je vois des entreprises, des familles qui gèrent bien ça, d'autres qui gèrent moins bien ça. En passant, moi, mes professeurs là, dans mon métier, ce n'est pas des professeurs de droit qui m'ont montré mon métier, c'est mes clients qui m'ont montré mon métier au fil des ans. On a vu ce que les gens font bien, ce que les gens font moins bien. On a pu observer, tirer des conclusions, profiter de leur expérience. Puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui réussissent à gérer les clashs internes, les clashs générationnels, puis d'autres types de clashs, by the way, le font souvent d'abord en priorisant l'intérêt de l'entreprise.
Parce que si chacun commence à regarder son nombril, là, ça complique les choses, le monde ne se parle pas. Quand on essaie de mettre le focus sur l'entreprise, ça aide. Ça fait un point commun, un point de ralliement pour tout le monde. Je pense que les gens aussi qui font preuve d'écoute. Souvent, les clashs ne viennent pas tant du message, mais de la façon de passer le message. Souvent, l'idée est bonne, mais la communication l'est moins. Donc, quand on sait être à l'écoute, on va au-delà des irritants de la communication, puis on essaie de comprendre vraiment ce que la personne veut dire. La personne a peut-être dit tout croche, puis c'est insultant, mais le message avait de l'allure. Donc ça, c'est une autre place où moi, je vois souvent des frictions. Puis, évidemment, quand on a un contexte où les émotions sont trop grandes puis compliquent la communication au point où ça devient un clash, là, moi, je suis un fan de l'intervention de tiers qui ne sont pas impliqués émotivement dans tout ça. Des coachs, des comités consultatifs, des psys, des gens qui sont en mesure d'exercer une influence favorable, rassembleuse, puis de jouer un peu le rôle de courroie de communication entre les gens. Un clash, c'est un bris de communication. Oui, effectivement. Puis nous, on forme, on a un séjour intensif qui s'appelle l'idée et c'est exactement ça. C'est les différents types de profils de communication. Nous, dans notre langage à l'école, les rouges, les bleus, les verts, les jaunes. Monsieur André, êtes-vous un bleu? Sûrement. Je pense que j'irai avec bleu. Mais quoi qu'il en soit, on l'entend tellement, la difficulté de communiquer, puis on essaie de les outiller là-dedans, justement, dans ce processus-là. Prochaine question. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour évaluer la valeur de notre entreprise, puis à quelle fréquence faut-il l'évaluer? Mm-hmm. Il y a des bonnes pratiques, c'est sûr. C'est même une science, hein, l'évaluation des entreprises. Là, c'est pas toujours un domaine simple. En fait, on ne sait pas si c'est une science ou un art, là, parce que des fois, on est un peu perdu dans ça. Mais les principes d'évaluation sont extrêmement sophistiqués maintenant. On a toute l'idée de l'évaluation d'une entreprise qui en est une, mais dans le cadre de l'évaluation d'une entreprise, on a également à prendre en compte souvent l'évaluation de certaines dimensions de l'entreprise qui nécessitent un regard spécialisé sur la question. Je vous donne un exemple. Nous, on a des clients qui ont développé un très grand portefeuille de brevets dans la haute technologie, c'est dans l'intelligence artificielle. Puis, quand on regarde la valeur de cette société-là, on ne peut pas l'évaluer sur la base des principes d'évaluation classiques, là. Il y a des méthodes d'évaluation des brevets qui existent. Je ne savais pas ça, je viens d'apprendre. Il y a des méthodes d'évaluation des startups. Il y a des méthodes d'évaluation des immeubles, si on le sait. Alors, quand on a un grand portefeuille d'immeubles dans une business, comment on la regarde, le business? Est-ce qu'on la regarde juste comme une business ou on la regarde aussi comme un portefeuille immobilier? Alors, l'évaluation, ce n'est pas simple, c'est compliqué. Alors, je pense que la question, c'est à quelle fréquence on doit le faire. Bien, je dirais, on fait une évaluation quand on a besoin. Puis, soit quand on a une transaction, ou soit on évalue le fardeau fiscal au décès, on évalue la nécessité de souscrire de l'assurance, ou des trucs comme ça. Mais on ne fait pas ça pour le fun, on ne fait pas ça pour rien. Donc, ce qu'on met souvent dans les ententes pour ne pas avoir à faire constamment des évaluations, c'est soit qu'on met une formule d'évaluation dans l'entente qui nous permet ensuite de facilement évaluer l'entreprise quand il est nécessaire de le faire, ou qu'on met dans l'entente l'obligation de procéder éventuellement à une évaluation dans certains contextes précis. Puis là, on encadre un peu cette évaluation-là. Quand on fait des évaluations d'entreprise, souvent on évalue des actions. Quand on évalue des actions, il faut faire attention aux escomptes que les experts appliquent sur les blocs d'actions. Il y a des escomptes qui sont appliqués par les experts sur les blocs d'actions minoritaires, des escomptes de non-négociabilité. Ça peut représenter des millions de dollars dans certains cas, donc il faut être prudent là, quand on joue avec des formules d'évaluation.
Tu sais, pour quelqu'un comme moi dont l'expertise n'est aucunement, tu sais, c'est un langage qui est pas naturel pour moi, alors j'ose poser la question quand j'ai un releveur, par exemple, ou un processus de relève, je dirais plus, qui va se décliner des fois sur une dizaine d'années, qui est vraiment défini. Tu sais, je veux dire, en 10 ans, il s'en passe des choses dans une entreprise. Est-ce qu'on va le faire plusieurs fois pendant ces années-là? Ça va être défini dans le temps? Je ne sais pas si vous comprenez un peu ma question. Oui, oui. En fait, il y a comme une couple de manières de le voir, là. Soit qu'on fixe la valeur de l'entreprise au jour 1 et on procède à un désinvestissement du cédant over time, là, sur une période de temps plus ou moins longue. Puis là, la question devient une question liée à l'évaluation du rendement requis sur ce capital. Si on dit, par exemple, que le business vaut 10 millions, puis que les actions vont être achetées sur 10 ans, est-ce qu'on paye un dividende au cédant sur ce 10 millions dégressif ou est-ce qu'on n'en paye pas? Donc, souvent, la discussion va porter sur le rendement, le dividende qu'on va appliquer. Là, il y a une formule souvent qui est retenue. Souvent, il n'y en a pas de dividende. Souvent, il y en a une avec une formule. C'est jamais un point qui est laissé up in the air là, sans être discuté. L'autre façon de le faire, c'est que le cédant cède son risque progressivement. Donc, je vends 30 jour 1, je vends 10 l'année d'après. Là, il continue de participer dans la plus-value partiellement dans ce contexte-là. Et là, on a l'obligation dans ce contexte-là de refaire une évaluation à chaque transaction pour déterminer la valeur du bloc d'action qui sera racheté progressivement. On voit moins souvent ça, je vous dirais, surtout dans un contexte familial. Habituellement, dans un contexte familial, les gens prennent une photo puis vivent avec après. Dans un contexte de transition à des employés ou dans un contexte de transition à des tiers, là, on va avoir une transition de risque comme je viens de le décrire. Merci, c'est très clair. Vous vulgarisez très bien. Merci. Prochaine question. J'ai une entreprise de service. J'aimerais faire la vente et la transition de mon entreprise rapidement. Quels seraient vos meilleurs conseils? J'aurais deux conseils à donner. Un conseil que je donnerais à n'importe quel vendeur et un conseil que je donnerais à n'importe quel vendeur d'une entreprise de service. Donc, une personne qui souhaite vendre son entreprise, qui souhaite la vendre rapidement, va parfois être tentée d'engager des pourparlers avec un ou deux acheteurs qui connaissent là, pour essayer d'aller vite. Il ne fera pas un processus ordonné de mise en vente de l'entreprise. Selon mon expérience, quand les choses sont faites de cette façon-là, souvent, les processus traînent. Parce que quand on parle à une personne pour la convaincre d'acquérir notre entreprise et que cette personne-là ne sent pas qu'il y a de la concurrence pour cette transaction-là, ne sent pas une tension compétitive pour la transaction, cette personne-là va négocier à l'infini jusqu'à temps que le prix baisse. Puis la personne, tant qu'elle va sentir qu'elle n'a pas de compétition, elle ne fera pas la transaction. Ça, c'est une chose que j'ai observée souvent. Donc, premier conseil que je donnerais, parce que la question, c'est je veux vendre mon entreprise rapidement. Mais si tu veux vendre ton entreprise rapidement, assure-toi que les personnes à qui tu parles sentent qu'il y a de la compétition pour l'acquérir, sinon ça va être long. Deuxième commentaire que j'aurais, c'est en lien avec la nature de l'entreprise dont on parle ici, une entreprise de service. Entreprise de service égale humain. Donc, ce qu'on vend, c'est une équipe. Alors, si l'équipe n'est pas contente, la transaction ne va pas aller bien. Si les gens n'ont pas d'engagement de non-concurrence, si les gens sont libres de se pousser avec les clients le lendemain du deal, l'acquéreur ne sera pas content, il ne fera pas le deal, puis il va négocier ces aspects-là alors que vous tentez de faire une entreprise, de faire une vente d'entreprise, vous allez vous retrouver en sandwich entre vos employés et l'acquéreur. Donc, mon conseil, c'est régler, stabiliser votre équipe, régler ces questions-là avec les employés avant d'engager des pourparlers avec un tiers. Comme ça, vous ne serez pas le jambon dans le sandwich. Très bonne réponse. Merci.
Charlène Durand de Transport RD à Joliette demande: quel est le pourcentage logique que le cédant peut posséder de l'entreprise si ce dernier continue à s'impliquer, même si les décisions sont désormais prises par la relève? Intéressant, bonne question. Quand j'ai commencé à prendre des notes là, pour répondre à cette question-là, j'ai essayé de comprendre, dans le fond, là, dans quel contexte on était. J'étais un peu comme un détective. Puis là, je me suis dit, attends un peu, si la personne est encore impliquée, c'est probablement un contexte familial, puis on a sûrement ici un co-leadership. On est dans un contexte de co-leadership encore. Les décisions en bout de ligne sont prises par la relève, mais le cédant est encore impliqué dans le business. J'imagine qu'il s'en mêle encore un peu. Et comme il y a encore un pourcentage d'équité dans l'entreprise, comme il y a encore un intérêt financier dans l'entreprise, je présume donc que le transfert de risque n'est pas complètement fini. On est encore dans un contexte où le cédant conserve un risque économique dans la situation. Je dirais, moi, si j'étais consulté dans ce contexte-là, je regarderais deux facettes. La première facette que je regarderais, c'est notre cédant, là, est-ce qu'il est confortable financièrement? Est-ce qu'on a une personne qui est à l'aise de faire la cession, de lâcher prise, ou est-ce qu'on a une personne qui compte encore sur cet apport financier pour pourvoir à la retraite, par exemple? Alors ça, c'est des facteurs qu'on voit souvent qui sont extrêmement importants là, dans le contexte d'un transfert, surtout des plus petites entreprises. Ce n'est pas une dimension mineure, là, ça conditionne beaucoup de choses dans ces dossiers-là. L'autre facteur concerne peut-être cette fois-ci des entreprises plus importantes. C'est la fiscalité au décès. Alors, ce qu'on constate, c'est que plus les entreprises valent cher, moins les cédants veulent les posséder. Plus les cédants se désinvestissent, plus ils sortent de l'équité parce que cette équité-là va être taxée au décès. On sait qu'au Canada, la plus-value est taxée, donc les gens mettent en place des structures de gel successoral avec des fiducies pour transitionner le capital vers la prochaine génération. Donc, ils souhaitent avoir le moins de pourcentage d'équité possible dans l'entreprise. Moi, j'ai des clients qui ont des entreprises énormes, vraiment là, des entreprises qui valent des fortunes, qui n'ont pas de pourcentage dans l'entreprise, du tout, là, mais qui sont encore extrêmement importants dans la prise de décision, dans le leadership et tout ça, mais qui ont déjà cédé toute la valeur. Donc, réponse courte, c'est une équation entre les besoins financiers du cédant et le désir de planifier les choses pour qu'il y ait moins d'impôts décès. Merci, M. Morissette. Une autre question assez longue qui nous vient d'Audrey Vincent d'Atelier Usinex de Lanoret. Quand viendra le temps de racheter le cédant, est-ce qu'une entente doit être mise en place pour que, par exemple, celui-ci perde 10 % chaque année? Au niveau de l'actionnariat, comment ça fonctionne si le cédant demeure dans l'entreprise, mais que le repreneur devient 100 % actionnaire? On répond quand même un petit peu à la question, mais peut-être que vous auriez des ajouts. J'ai peut-être une couple de commentaires à faire. Je ne sais pas si je suis dans mon temps encore. Hein? Oui, on est dans le temps, on est correct. Okay. Vous êtes très laser et très pertinent, merci. D'accord. Mais je vois, en fait, d'ailleurs, là, je vois plein de questions dans le chat. On va y revenir à la fin, fait que vous n'êت pas sortis du bois. OK, d'accord. Ça fait plaisir. Du ring, que dis-je. Est-ce qu'on doit avoir une entente pour prévoir une cession progressive des actions par le cédant? Puis, comment on gère le contexte où le cédant est encore actif, mais qu'il n'est plus actionnaire? C'est ça un peu qu'on pose ici comme question. C'est intéressant. La réponse, c'est il y a toujours une entente qui encadre ces transitions-là. Cette entente-là, c'est une convention entre actionnaires qui prévoit des mécanismes d'options d'achat, d'options de vente. Et ce sont des mécanismes, je vous dirais, il n'y a pas une business pareil, il n'y a pas une famille pareille, il n'y a pas une transaction pareille. Chaque situation
est vraiment différente. Les gens on n'est pas tous clonés, là, on n'est pas tous identiques. Donc, mais je vous dirais que dans ce genre d'entente-là, les ententes finissent toujours par se ressembler un peu. Les réalités se recoupent, puis ce qu'on va voir, c'est, oui, des mécanismes de rachat progressif qui sont prévus d'avance. Puis là, ben, est-ce qu'il y aura une évaluation successive ou non? On en a parlé tantôt. Ça dépend si on est prêt à photo au départ ou si on prend des photos à chaque achat d'action. Et ce qu'on voit souvent, c'est qu'après un certain temps, quand on a franchi un certain seuil de désinvestissement du cédant, le cédant accepte de céder le contrôle légal. Donc, quand on se retrouve dans une situation en bout de ligne où finalement le repreneur a plus d'équité dans le business que le cédant, là, il y a un shift qui est fait au niveau du contrôle. Et par contre, on voit aussi souvent des mécanismes qui prévoient que, OK, mais même si tu as le contrôle, il y a certaines choses que tu ne pourras pas faire, OK? C'est à mon accord? Comme par exemple, tripler ton salaire tout d'un coup ou déclarer des dividendes, créer une situation qui placerait la société dans une position de précarité financière telle qu'elle ne pourrait plus compléter le rachat d'actions. Donc, souvent, il y a une espèce de transition, un peu comme, moi je dis tout le temps aux gens, imaginez-vous que le cédant, c'est une banque, puis que vous faites marcher la business avec son argent. Donc, n'importe quel banquier va avoir des clauses restrictives dans le contrat de prêt qui vont vous empêcher de faire certaines choses. Bien, ici, là, le cédant, c'est un banquier qui s'attend à récupérer son argent un jour, puis il va avoir un espoir raisonnable de le faire. Comment traiter quelqu'un qui est actif dans une business qui n'est pas actionnaire? C'est facile. C'est un salaire, un boni, puis un rôle soit d'employé, soit d'administrateur, soit de mentor, soit de membre de comité aviseur, dépendamment de la situation, dépendamment des relations avec les gens. Merci. Maintenant, une autre question de David Lucier de Brossard. La transition lorsque le cédant et le repreneur sont actionnaires à 50 % chacun, mais que l'entreprise continue à croître, est-ce que le cédant conserve 50 % des profits même s'il n'investit plus d'argent pour la croissance de l'entreprise? Puis comment réduire le taux de pourcentage du cédant à travers les années où il se dégage? On sent que c'est une question. Vous avez quand même bien répondu. Voulez-vous adresser un mot à David? Oui, ça se recoupe un peu avec les concepts dont on a parlé avant, mais j'aime quand même la question de David parce qu'elle me permet de faire le point suivant. C'est toute la notion de la balance entre le sweat equity et le financial equity. Donc, ici, dans le fond, notre entrepreneur n'a pas mis d'argent, semble-t-il, dans l'équation. Il a mis sa sueur, le sweat equity, puis le cédant, lui, a un investissement, un capital dans cette société-là qu'il souhaite récupérer, mais il est de moins en moins actif dans les opérations. Donc, c'est la tension saine entre la valeur du sweat equity avec le financial equity qu'on observe. Là. Alors, comment on gère ça? Bien, habituellement, ça se fait de manière progressive, comme on l'a dit tantôt. Mais il y a certains facteurs qui influencent la rapidité avec laquelle on le fait, dont, par exemple, la tolérance au risque du cédant. Ça, c'est un facteur important. Il y a des cédants qui n'aiment pas les risques financiers. Il y a des cédants qui sont plus contrôlants parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour prendre la retraite. Donc, ils n'ont pas une indépendance financière qui leur permet d'être un peu plus libéral face au sweat equity. Donc, souvent, ce qui peut nous aider à rebalancer un peu l'équilibre de la relation ici, c'est d'aller chercher un peu de capital externe. Et les banques ont développé des super beaux produits pour ça, ici au Québec, soit sous forme de dette, soit sous forme d'équité, qui permettent d'injecter un peu d'argent dans le business pour soulager la posture du cédant, tout en permettant aux repreneurs d'avoir un peu plus de latitude souvent là, dans la suite des choses. Ça permet aussi parfois de régler les tensions intergénérationnelles, cette approche-là.
Il nous reste 2 questions. La prochaine nous vient de Julien Gauthier de Production Maraîchère Malo de Saint-Alexis de Montcalm. À quelle fréquence faudrait-il revoir notre convention d'actionnaire pour demeurer actuelle et être à jour? Bonne question. Elles sont toutes bonnes, les questions, je les aime toutes. La réponse d'entrepreneur. Oui, c'est ça, c'est des vraies questions. La réponse est assez simple, je dirais, le moins souvent possible. On veut regarder une convention entre actionnaires le moins souvent possible. On veut réouvrir une convention entre actionnaires le moins souvent possible. La regarder, ça fait pas mal, c'est plate à lire, mais la réouvrir, ça, c'est moins le fun. Parce que c'est de l'énergie qu'on met là-dedans. C'est souvent, bien évidemment, il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans la réflexion. C'est un chantier, rouvrir une convention entre actionnaires, c'est pas le fun. On veut faire ça le moins souvent possible. Puis là, ça m'amène à faire le point suivant, que je répète constamment à mes jeunes associés ici au bureau qui en écrivent à la journée longue. Là. Une convention entre actionnaires va devoir être réouverte quand elle n'est pas assez flexible. Quand la moindre petite chose qui arrive nécessite qu'on l'amende. Donc, écrivez des conventions qui vont s'appliquer dans les contextes prévisibles de l'évolution de l'entreprise et du partenariat, pour éviter de la rouvrir constamment et d'avoir des discussions sans fin autour d'un papier qu'on finit par mettre dans un tiroir après. Mais le bémol que j'aimerais faire ici, c'est attention, parce que ce qui complique les documents légaux, qu'il s'agisse d'une convention entre actionnaires, qu'il s'agisse d'un testament, qu'il s'agisse d'un acte de fiducie ou d'un contrat de partnership ou d'un joint venture agreement, ce qui complique les documents, c'est la recherche de la flexibilité. Plus on essaie de couvrir des circonstances, plus le contrat est compliqué, plus on essaie de couvrir des circonstances improbables, plus le contrat est compliqué inutilement. Donc, il faut aller chercher l'espèce de gros bon sens entre assez de flexibilité pour qu'on ne soit pas obligé de l'ouvrir tout le temps, mais pas trop de flexibilité pour ne pas se retrouver avec un contrat qui est monstrueux et qui mélange tout le monde. Les fiscalistes qui accompagnent les entrepreneurs devraient aussi, quand il y a des changements dans la loi de l'impôt qui nécessitent que les gens regardent leurs affaires, devraient être proactifs et leur donner un coup de fil puis dire « Je pense qu'on devrait rejeter un coup d'œil à cette affaire-là parce qu'il y a des changements qui viennent de survenir qui peuvent impacter la situation. » Donc, je pense que les conseillers professionnels ont une certaine responsabilité autour des entrepreneurs à ce niveau-là. Bon point. Dernière question qui nous vient de Cyril Bouffard-Cloutier du Centre dentaire Carrette de Saint-Benoît-Labre. Lorsqu'on achète une entreprise, est-ce que les années d'ancienneté des employés doivent être conservées? Puis dans le même ordre d'idée, si les valeurs des employés actuels ne sont pas cohérentes avec celles du nouveau propriétaire, quelles sont les possibilités qui s'offrent à lui? Cyril, dernière question, mais non la moindre. C'est une bonne question, ça aussi. D'abord, réponse facile. Là, quand on acquiert une entreprise, est-ce que l'ancienneté des employés continue? La réponse est oui. Si on acquiert des actions, les employés sont dans la compagnie, donc on hérite de la relation. Puis quand on acquiert l'entreprise comme telle, il y a une disposition du Code civil qui nous oblige à honorer l'ancienneté et les contrats d'emploi qui sont en place. Donc, on est pris avec les contrats qui existent, avec les relations qui existent. Le volet qui est intéressant, particulièrement intéressant ici, c'est la question du clash de valeurs entre des employés et un propriétaire. Et là, j'aimerais qu'on accorde 10 secondes à la terminologie qu'on emploie. J'aimerais qu'on fasse la différence entre les valeurs, les habitudes, les façons de faire, les manies, les méthodes, parce que c'est toutes des affaires différentes, là. Si on se retrouve dans une entreprise avec des employés qui ont des mauvaises habitudes ou qui ont des façons de faire avec lesquelles on est en désaccord, ou qui ont des méthodes de travail qu'on n'aime pas, ça, c'est une chose. Et ça fait partie du leadership de l'entrepreneur d'être capable d'amener son équipe à évoluer dans la bonne direction. Si cependant, on est en train de parler ici de croyances profondes, des valeurs, là, c'est des croyances profondes. Moi, j'achète une business. Dans le domaine dentaire, là, moi, mon souci, là, c'est que les patients soient bien traités, et qu'ils soient en santé,
qu'on s'occupe d'eux autres. Puis, mon employé, lui, tout ce qu'il veut, c'est faire de l'argent, puis multiplier les interventions dans la bouche du patient juste pour maximiser le bottom line. Ça, là, c'est un clash de croyances profondes de valeurs. Puis, si le nouveau propriétaire ne gère pas ça, puis expulse pas ces personnes-là qui ne changeront pas de vie parce que c'est leur croyance profonde, il va perdre sa business. Effectivement. C'est le cœur. C'est le cœur. Monsieur Morissette, vous avez été droit au but, extrêmement concis et clair, alors je vous remercie. Merci à tous ceux qui étaient avec nous, mais là, on a plein de questions dans le chat, alors si vous me permettez de regarder ça. Puis, si vous voulez, puis vous êtes avec nous, ma collègue Audrey va vous donner, je vais vous nommer, puis va ouvrir votre micro. Alors, je vais vous inviter à adresser votre question vous-même à Monsieur Morissette. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, j'ai Jean-Philippe Sicard. Jean-Philippe, je ne sais pas si tu es avec nous. Si oui, tu peux activer ton micro. Je vais laisser une petite seconde. Super. Alors, Jean-Philippe, Yes, salut. bonjour. Tu avais une question? Ouais, exact. En fait, nous, on a une entreprise de service. On est 6 employés, incluant les 2 fondateurs. Puis, on est en train de regarder un peu pour nos stratégies de croissance. Puis, à travers ça, on a fait l'exploration d'acheter une autre business. On s'est rendu compte que c'était une business qui était vraiment lifestyle. Puis, ça m'a fait me questionner sur ma propre entreprise. À quel moment qu'on peut dire qu'on est sorti du mode lifestyle dans une business? Parce que pour moi, une business a plus de valeur qu'un lifestyle business. C'est quoi un peu les indices ou les critères ou l'information qui pourrait me dire qu'on est en train de sortir de ce mode-là, d'un lifestyle business? Oui. Allô, Jean-Philippe. C'est une bonne question. Un lifestyle business, là, dans ma tête, c'est une situation où les propriétaires de l'entreprise accordent plus d'importance à leur statut personnel, à leur situation personnelle qu'au bien-être de l'entreprise. J'étais dans une réunion avec des clients il n'y a pas longtemps, puis on a une crise dans cette business-là, puis c'est une entreprise qui est très grosse, là, qui a vraiment qui a eu beaucoup de succès dans le passé, mais qui va mal présentement. Puis les parents qui ont 80 ans maintenant sont découragés parce qu'ils constatent que leurs enfants qui sont dans la cinquantaine puis qui ont été les repreneurs de l'entreprise se questionnent plus sur leurs vacances, sur la nouvelle Porsche qu'ils vont s'offrir, sur le fait que l'entreprise va engager leurs enfants même s'ils ne travaillent pas. Donc, dans le fond, leur attention, leur intérêt est porté sur leur situation personnelle et non pas sur la business. Ils ont déprofessionnalisé l'entreprise. Puis le père, ce qu'il me disait, là, il me disait, tu sais, take care of the business, the business will take care of you. Tu sais, dans le fond, quand les gens cessent de s'occuper de la business cesse de s'occuper d'eux. Fait que si dans notre objectif, c'est de se rendre inutile dans un business, on est sur la bonne voie. Ça ne veut pas dire que je ne travaillerai plus dedans, mais je veux dire, notre objectif, c'est de ne pas être le goulot, c'est de ne pas être, si nous, on n'est pas là temporairement, que la business n'arrête pas, et ainsi de suite. Bien, pour être en mesure de faire ça, sincèrement, il faut que ta business soit vraiment en santé, puis qu'elle fonctionne très bien, là. Donc, oui, c'est un indice clair que si tu es en mesure de ne pas être impliqué activement dans les opérations courantes de l'entreprise, puis qu'elle prospère, qu'elle va bien, c'est que tu as fait une belle job à ce niveau-là. Les gens qui ont un lifestyle business ont du mal à avoir du succès parce que quand on commence à se comporter comme si l'entreprise était un buffet all you can eat pour la famille ou pour les propriétaires, ça démotive les employés. Puis ils ont du mal à se bâtir des équipes de leadership interne de qualité parce que les gens qui sont des gens de qualité ne restent pas dans des business comme ça. Ouais, merci. Avec plaisir.
Merci beaucoup, Jean-Philippe. Maintenant, j'ai une question d'un entrepreneur de l'EB, Michael Pelletier. Est-ce que tu es avec nous? Je lui laisse une petite seconde. Allô, allô? Salut, Michael, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Merci d'être avec nous. Alors, je te laisse adresser ta question. Oui, il était un petit peu dans le chat, là. T'es peut-être un peu décousu, là. Je vais essayer de mettre ça clair. En fait, je veux acquérir une entreprise qui est quand même une petite entreprise, environ 6 à 7 employés présentement. Une entreprise autour de 1,2 million de chiffre d'affaires. Une bonne rentabilité, il n'y a pas de dette dans l'entreprise, beaucoup d'équipements qui sont payés. Mais on me dit toujours que ça va prendre au minimum 20 de cash là, de moi pour être capable d'avoir un financement qui a du sens. Et là, présentement, j'ai environ 10 de cash, exemple, que je pourrais mettre. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies pour le financement, comme exemple, financer sur les équipements qui sont là présentement, qui sont payés, qui sont des bons équipements? Y a-t-il d'autres stratégies que je peux mettre en place? Il y a une bâtisse en plus qui serait dans l'entreprise. Donc, c'est de trouver la meilleure stratégie si je n'ai pas 20 ou 30 du prix de vente que je suis capable de mettre présentement en argent sonnet, par exemple. Oui. Souvent, ce que les gens font dans ce contexte-là, Michael, c'est qu'ils vont emprunter la mise de fonds, puis une fois la transaction complétée, ils vont faire un refinancement de la business. OK. Ils vont rembourser le bridge. Oui. Tu vois? Ça, c'est souvent plus facile parce que quand tu as mis la main sur le business, tu sais, le temps que tu, j'allais dire taponnes, c'est pas le bon mot, le temps que tu perds à assembler ton équité présentement oui. pour faire ta transaction va peut-être te faire perdre ton opportunité si elle est bonne. C'est ce que je me disais, oui. C'est ce que je me questionnais. Donc, trouve quelqu'un qui va te prêter l'argent, là, friends and family souvent, ou des amis, ou, pour compléter ta mise d'équité. Fais ton acquisition, puis rebalance ton bilan, puis refais un emprunt post-acquisition, puis leverage tes actifs, puis tu devrais être capable de trouver le lousse qui te manque. Habituellement, c'est comme ça que les gens le font. OK, parfait. Donc, si le fit est là avec le cédant, moi, les valeurs, tout est là, tout va bien sauf ça serait la meilleure stratégie. Bien, regarde, je te donne mon instinct, puis je te donne. Puis en passant, j'ai fait ça une couple de fois moi-même. Là. OK, c'est bon. Ça m'encourage. Avec plaisir. Merci. Bye. Merci, Michael. J'ai une question qui me semble intéressante de Yves Mascotte. Je ne sais pas si, M. Mascotte, vous êtes avec nous. Oui, excellent. Je laisse une petite seconde, sinon je vais l'adresser. Peut-être qu'il y a un petit problème au micro, je vais l'adresser. Donc, M. Yves demande dans le chat, y a-t-il des modèles favorisant le succès de la pérennité d'entreprise de 3, 4, 5, en même 7e génération, par exemple, en Europe? Donc, y a-t-il des modèles inspirants? Il y en a plein. Pas juste en Europe, il y en a aussi en Amérique du Nord. Il y a des sociétés qui sont pérennes, qui n'appartiennent plus aux familles, mais qui appartiennent à des fondations qui ont été créées pour les détenir pour le compte des familles. Donc, vous avez ce genre de structure d'acquisition-là qui existe en Allemagne. Il y en a aussi dans les Pays-Bas. Et on commence à explorer ce genre d'idées-là en Amérique du Nord, là, mais très lentement. Là. Je suis en train d'en faire une présentement avec une famille, ici au Canada. Donc, l'enjeu, dans le fond, c'est qu'à un moment donné, les sociétés deviennent très grosses et ça devient difficile de gérer l'impôt décès. Et puis ça devient difficile de gérer aussi le manque de liquidité. Ces sociétés-là sont souvent pas cotées en bourse. Donc, les gens se tournent vers une cession de ces structures-là à des fondations qui ne sont pas imposables, qui détiennent la propriété de l'entreprise pour le compte non seulement de la famille, mais de l'ensemble des stakeholders, là, les employés, les banquiers, tout ça. Et l'entreprise devient pérenne à très long terme parce qu'il n'y a pas d'impôt décès et il n'y a pas de chicane de famille. Il y a une gouvernance qui s'installe autour de ça. Ça, c'est une technique qui existe. Il y a d'autres sociétés très grandes qui ont trouvé des moyens de se
de se perpétuer comme ça. Il y a un excellent livre qui existe, qui les nomme d'ailleurs. Il y a une étude qui a été faite là, que je pourrais vous envoyer le nom du livre. Là. Je ne l'ai pas en tête, là, mais je l'ai lu il y a quelques années, là, qui parle de la famille Michelin est très célèbre parce qu'il y a 3000 membres de la famille Michelin qui sont actionnaires. Ça vous donne une idée de la grosseur de la famille. Donc, je ne sais pas si ça répond. Oui, très intéressant, merci. Ensuite, j'ai une question de Monia Giroux. Je ne sais pas si vous êtes encore avec nous, qui est en lien avec les entreprises agricoles. Alors, je vous laisserai adresser la question si vous êtes en direct avec nous. Bonjour, Monia. Oui, bonjour. Oui, c'est mon père, en fait, qui veut céder son érablière à mon frère. L'érablière est incorporée. J'ai suivi un cours de transfert de boisés d'érablière, mais on ne parlait jamais des entreprises incorporées. Je ne savais pas si les règles sont les mêmes qu'une entreprise à propriétaire unique ou s'il y a des règles particulières. J'aime votre nom. Oui. En fait, j'ai comme pas de réponse. Je pense pas qu'il y ait de grandes différences. Par contre, je ne suis pas un expert de la fiscalité des sociétés agricoles. Je suis moins familier avec les règles qui s'y appliquent. Je ne sais pas si ces règles s'appliqueraient à une érablière. La première chose que j'aurais tendance à regarder, moi, c'est est-ce que vous pouvez profiter du traitement fiscal préférentiel qui est accordé au Québec au transfert de sociétés agricoles? Et mon instinct me dit qu'il y a probablement quelque chose d'intéressant pour vous là-dedans. Puis on s'informe où de ça? Il y a des fiscalistes qui sont spécialisés dans ça. Il y a des gens qui sont très bons. Je peux voir là, si on n'a pas dans notre réseau ici des gens qu'on pourrait vous référer. Mais vous êtes dans quelle région, Mme Giroux? Lévis. Lévis, mais les érablières sont dans la Beauce, là, Frampton, Sainte-Marguerite. Ah, il y a sûrement des bons comptables là, qui patinent là-dedans journée longue dans la Beauce. Là. OK. Peut-être Laurie, peut-être qu'on en connaît. Là. Moi, je suis mon familier. Là. Merci, Mme Giroux, pour votre question. J'ai une question de Camille Laplante qui amène la notion en fait du transfert d'entreprise quand on veut vendre à la fois et à la famille et à des employés clés. Je ne sais pas si vous auriez, Camille, je ne sais pas si vous êtes avec nous, si vous voulez apporter des précisions à la question ou si M. Morissette, ça vous inspire un commentaire ou un conseil. Je ne sais pas si mon son fonctionne. Oui, ça fonctionne. Okay. Bonjour, Camille. Dans le fond, le contexte, c'est que moi, c'est mon père qui a l'entreprise avec d'autres associés. Puis là, lui, il commence à préparer sa retraite et il veut vendre. Donc, il y a quand même une certaine pression, une certaine compétition entre des employés qui sont là depuis plusieurs années, des employés qui ne sont pas encore là, que les gens veulent trouver, et puis la famille qui est là aussi. Donc, comment gérer cette espèce de compétition qui peut parfois être un peu malsaine ou passer par le détour, là? Ah, quelle bonne question. Est-ce que votre père est l'actionnaire de contrôle? De mémoire, il a comme 33 %. Donc, il ne contrôle pas, mais il est quand même très impliqué. Là. Puis, donc, actionnaire minoritaire. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a un actionnaire de contrôle dans cette compagnie? Non. Je comprends. Est-ce que vous êtes impliqué dans l'entreprise? Je suis employé pour l'instant. D'accord. Donc, si je comprends bien, on a une situation où une entreprise est détenue par plusieurs actionnaires. Il n'y a personne qui la contrôle. Un des actionnaires veut se retirer. Sa fille est employée dans l'entreprise. Il aimerait bien lui transférer ses actions. Ça crée des remous internes. C'est ça. Puis il faut dire qu'à la base, l'entreprise, elle était à mon grand-père et à mon père à 50-50. Puis là, par la suite, au cours des années, il y a des gens qui se sont ajoutés là. D'accord. Donc, ici, moi, ce que j'entends, là, c'est qu'on a une entreprise familiale, première génération,
deuxième génération, puis là, tout d'un coup, c'est plus une entreprise familiale. C'est ça. Puis, votre père, lui, dans sa tête, là, il voit encore qu'une entreprise familiale, c'est son père qui l'a fondée. C'est ça. Mais il voit aussi sa retraite qui s'en vient, puis il veut la relève. Là. Fait que lui, il est prêt à vendre à n'importe qui. Là, dans le fond. Ah ouais. Puis vous êtes un peu mélangé là-dedans parce que c'est le business de votre grand-père, c'est le business de votre père. Fait que c'est un peu une entreprise familiale pour vous aussi. Mais pour les autres partenaires là, qui sont actionnaires dans ça, c'est plus une business familiale. Vous voyez? Ça se peut-tu ce que je dis là? Oui. Donc, il y a une espèce de disconnect entre votre perception, la famille Laplante, de la situation et la réalité. Exact, oui. Donc, c'est pas parce que votre père est actionnaire que vous avez un droit inhérent dans ce partnership qui implique des gens qui ne sont pas des membres de famille à le remplacer dans l'actionnariat automatiquement. J'imagine qu'il y a une convention entre actionnaires qui prévoit un droit prioritaire de rachat des actions de votre père en cas de vente à des tiers et non pas un droit de votre père de vous les céder parce que vous avez le même nom de famille. Probablement, effectivement. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est le point de départ de la conversation, c'est s'assurer que votre père n'est pas dans une position financière précaire, là, parce que quand on dit il veut prendre sa retraite, puis il veut vendre, puis il est prêt à vendre à n'importe qui, il va peut-être finir par vendre et faire un mauvais deal s'il est pressé de vendre. Donc, il faut peut-être qu'il comprenne ça. L'autre chose que je ferais, moi, prioritairement, j'irais voir la convention d'actionnaires, parce qu'il y en a sûrement une. J'irais voir aussi le capital action, puis l'organigramme de la société, puis le bilan, dans les bilans. Puis en ayant ça en main, vous allez être capable de voir dans quelle position, de pouvoir prendre une photo de la situation de votre père. Il y a peut-être dans la convention d'actionnaires des options qui lui sont offertes de vendre ses actions à ses partenaires. Ça serait le fun. Ça serait plate qu'il n'y en ait pas parce que détenir un bloc minoritaire d'actions d'une compagnie privée, pas très confortable quand on veut sortir et qu'on est pressé. Fait que, le point de départ de la réflexion pour vous, c'est aller voir votre convention d'actionnaire, votre capital d'action, votre dernier bilan. Puis, si le contrat n'est pas clair, s'il n'est pas facile à interpréter, faites-vous conseiller par des gens à l'externe pour faire en sorte que vous puissiez prendre les bonnes décisions. Mais vous n'avez pas un droit de réclamer, probablement pas un droit de réclamer ce bloc d'action-là. Probablement, effectivement. Merci, Mme Laplante, pour votre question. Monsieur Morissette, merci infiniment. C'était vraiment intéressant. Vous avez su bien vulgariser, répondre aux questions. C'était très, très clair. En tout cas, du moins, si je parle pour moi, il y a beaucoup de choses qui se sont clarifiées aujourd'hui. J'espère aussi pour vous qui étiez à l'écoute. Alors, je vous invite à dire vos petits mots de merci dans le chat. C'est toujours le fun de vous lire. Merci. Merci d'être partenaire de l'EEB. Puis on espère peut-être se reprendre pour une partie 2 de ce webinaire parce que je sens qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt et beaucoup de questions. Il y en avait d'autres dans le chat. avec grand plaisir. C'était très agréable de le faire. Puis je remercie toutes les personnes qui ont pris la peine de poser des questions. Elles étaient vraiment bonnes. Merci à vous. Puis je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir. Bye.